Être ou ne pas être, telle est la question. Ouais, Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Ouais, mais... Être ou ne pas être, telle est la question 2 fois. Oui, mais on en part si tu vas avec nos invités. C'est mieux, tu penses? Ah ouais? Je remets pas une dedans? Moyen? Ouais. Ah bon, on y va alors. Les invités. Allez. Bonjour à vous, si vous nous rejoignez pour cette seconde partie de Via Nova au sommaire. L'éloquence, la rhétorique, instrument de pouvoir et d'ascension sociale, mais quelle est la place de l'oralité à l'école? On en parle avec nos invités dans quelques instants. Et puis Laurent Bassou, là, notre experte éducation, est avec nous. Oui, c'est ça, c'est experte qui me gêne. Ah mais c'est bien, ça vous va bien, experte. On va parler du CPE, c'est ça? C'est ça. Ah, vous avez vu, j'ai bossé mon sujet. Oui, bon. c'est bien. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux comme chaque jour avec le hashtag Via Nova et nous poser toutes vos questions. Mais d'abord, c'est la revue de presse. Je sais ce qui va pas en fait. On va parler d'éloquence, du coup ça met la pression et on en met. Exactement. On met pas C'est les souvent ça d'ailleurs. Oui. C'est vrai. C'est dur, il faut bien trouver. Bon, enfin bref. Déjà qu'on bafouille tous les jours, je crois qu'aujourd'hui on va se Ça va être, surpasser. ouais, aujourd'hui ça va être. Il paraît qu'on fait ça, Ça va tous être les le jours. festival de la bafouille. Hein? Il paraît qu'on nous a vus même. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on commence à sortir de la crise? Oui, écoutez, on essaye en tout cas de trouver des compromis. Le Premier ministre a indiqué ses premières mesures pour faire face à la crise. La presse n'est pas tendre, les gilets jaunes non plus d'ailleurs. Et parmi les journaux les plus neutres dans le traitement, on trouve Le Parisien qui titre assez sobrement ce qui va changer. Voilà, sur les annonces d'Édouard Philippe, ce qui va changer. Alors, le quotidien détaille les mesures sur les carburants et les énergies surtout, mais insiste sur ce Premier ministre en première ligne pour lequel, c'est dit en page intérieure, ça passe ou ça casse, pendant que le président reste muet. Pour les Échos, c'est pareil, c'est le pari de l'exécutif pour sortir de la crise. Donc c'est un titre aussi relativement neutre. Un pari qui mise sur un moratoire d'au moins 6 mois, ça on l'avait déjà su hier, sur la hausse des taxes, et un débat national pour remettre à plat le système fiscal. À peu près le même traitement pour Le Figaro, qui titre d'une manière assez neutre aussi, l'exécutif joue l'apaisement, les gilets jaunes persistent. Donc l'apaisement va peut-être pas forcément fonctionner. Le quotidien revient sur la stratégie du gouvernement, avec pour éviter en fait un nouveau chaos, parce que c'est vrai que c'est surtout pour ça, pour éviter le week-end prochain. Macron et Philippe ont concédé un moratoire, un geste qui pour l'heure ne calme pas les contestations. Alors les gilets jaunes ne trouvent pas que ça va dans le bon sens? Si, ils trouvent que ça va, mais c'est un trop petit pas en fait, si vous voulez, comme le fait remarquer l'Humanité, avec ce ton plutôt accusateur. Des miettes ne suffisent pas. Voilà, évidemment, c'est trop peu, c'est trop peu. Alors, le quotidien nous explique que forcé au recul, le pouvoir attise la détermination des Gilets jaunes avec des propositions de simple moratoire. Donc, non seulement c'est pas assez, mais ça pourrait même attiser les colères. Ah oui, pour l'UMA, ça suffira pas d'apaiser. Ça suffira pas du tout, et probablement pas non plus pour Libération, qui est moins définitif sur le sujet que l'Humanité, mais qui a aussi de sérieux doutes. Pour lui, c'est un net recul du pouvoir, mais bon, comme depuis le début, on parle quand même de carburant et de voiture, au lieu de parler de recul, il parle de marche arrière, c'est quand même mieux. Ça nous paraît un peu plus judicieux. Voilà, après 3 semaines de contestation et de violence, l'exécutif a finalement reculé et annoncé plusieurs concessions. Pas sûr qu'elles suffisent à calmer la colère des Gilets jaunes, nous dit Libération. Et que nous dit le coin-coin? Eh oui, c'est le jour du canard enchaîné. Ah oui. C'est mercredi. Même titre. Regardez, en marche arrière. Mais évidemment, ce titre-là qui est assez sympathique. Face aux gilets jaunes, Macron renonce à toutes les hausses. Après Jupiter, les 12 travaux de recul. Ah, pas mal. On aime le canard. C'est bon. Alors, pas mal. L'humour fait passer beaucoup de choses, il paraît. Oui, absolument. C'est aussi un choix de l'opinion, qui est pourtant un quotidien plutôt sérieux, qui titre sur le renoncement. Vous voyez, Macron tente le repli stratégique, mais c'est le dessin de CAC qui m'a intéressé. Je vous ai fait un petit gros plan. Regardez, on vous a demandé la Lune, pas juste un croissant. Voilà. Alors, ça confirme que ça ne sera pas assez suffisant. Voilà, ce ne sera pas suffisant du tout. Vous avez pleine forme. C'est aujourd'hui. Franchement, on est en voie et tout va bien. Oui, justement la voie du Nord qui s'interroge aussi. La voie, c'est très bien la voie du Nord pour bafouillage au top. Trop peu ou trop tard, voilà, sûrement les deux d'ailleurs. Le quotidien cible aussi un Édouard Philippe qui est sous les feux des critiques de l'opposition, tandis qu'un dessin de Planctu qui est paru dans l'Express aujourd'hui cible lui directement Emmanuel Macron avec, regardez, ce petit dégât là. Voilà, c'est pas mal parce que ça nous montre quand même que l'élément le plus petit finalement de la société, l'individu, peut quand même ébranler tout un empire. C'est pas inintéressant. Allez, on retourne en Corse, c'est avec Corse Matin.
Oui, Corse Matin titre aujourd'hui sur la collectivité qui essaye de retisser les liens avec le territoire. Mais on a en page intérieure aussi un petit sujet sur les jeunes et les gilets jaunes. Ce petit papier explique que nos jeunes, nos lycéens vont encore faire quelques blocages aujourd'hui. Voilà, ils sont plutôt là, ils prennent part à la revendication populaire, ils donnent de la voix eux aussi. Ils font preuve aussi parfois d'une bonne éloquence quand on les interroge, on l'a remarqué. Donc voilà, nous, on préfère un petit peu d'éloquence, un petit peu d'engagement plutôt que de la violence stérile et je pense que vous allez en débattre. Ah ben, carrément. Effectivement, Marie-Jo, merci. On vous retrouve en troisième partie. Oui, pour bafouiller un petit peu. Pour bafouiller avec brio. Avec brio. Avec brio. Je bafouiller avec brio. Restez avec nous, vous allez comprendre pourquoi. Oh là là. Oh bah oui, ça c'est du teaser. Il y a un niveau. Il y a un niveau. Je sais. Laurent Bassoul, vous êtes convoquée au bureau du CPE. Ça faisait peur à l'époque, cette phrase. Ça faisait peur. Ça fait peur toujours un peu aujourd'hui quand même. Non, mais c'est vrai, là, rien que là, je me suis refroidi. Alors oui, je vais vous parler du rôle du CPE, donc conseiller principal d'éducation, au collège et au lycée, puisque trop souvent, ces fonctions restent méconnues. La preuve. La preuve. Donc en fait, certains ont tendance à le prendre pour le surveillant général, dit le surgé de manière caricaturale, parce que le surgé est apparu en 1847. Il était chargé de contrôler les absences, de faire respecter l'ordre, de sonner la cloche, etc. Heureusement... Tout ce qu'on aime. Tout ce qu'on aime. Heureusement, ce rôle-là vraiment a disparu puisqu'en 1970, c'est le conseiller principal d'éducation qui fait son apparition. Pourquoi à cette époque-là? Puisqu'on sort de mai 68, puisqu'on parle de revendications, etc. Et on a voulu aussi écouter la parole des jeunes qui réclamaient une reconnaissance plus éducative et moins répressive de l'État. Alors, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Alors, en fait, dans un établissement, aujourd'hui, le CPE, c'est l'interlocuteur vraiment privilégié. Les CPE font le lien avec les familles. Chaque fois aussi qu'il est question de l'organisation et du déroulement de la vie quotidienne, ils y prennent part, notamment en ce qui concerne les rythmes scolaires. Ils organisent aussi la vie collective et pédagogique de l'établissement. Ils sont au cœur vraiment de la vie des élèves parce qu'ils sont tout le temps en lien avec eux. C'est un métier qui se fait aussi très souvent dans l'urgence. Jamais un jour ne ressemble à l'autre, puisque les problèmes qui peuvent surgir, etc., sont toujours très différents, évidemment. Et ils se font aussi le relais avec l'intendance, le service médical et social, les conseillers psychologues d'orientation. Bref, c'est vraiment un métier qui est basé sur l'écoute et l'échange. C'est un rôle assez central avec beaucoup de responsabilités. Ah oui, vraiment un rôle très central, donc basé sur des responsabilités éducatives et pas répressive. Donc, notamment dans 3 domaines. D'abord, pour le bon fonctionnement de l'établissement, effectivement, ils vont suivre l'assiduité des élèves, assurer leur sécurité et organiser aussi le service des personnels surveillants, des surveillants. Voilà. Ensuite, ils sont importants aussi dans leur collaboration avec le personnel enseignant, puisque ça va venir dynamiser la vie scolaire. Ils participent à des projets. Ils sont dans la recherche des difficultés scolaires qu'un élève peut rencontrer. Et ils vont traiter forcément avec l'enseignant par rapport à ses résultats, analyser pourquoi un élève est en échec, essayer de saisir l'origine des problèmes qu'ils peuvent rencontrer pour remédier à ses soucis, etc. Donc c'est vraiment un échange perpétuel, tout est transversal, quoi. On ne peut pas travailler sans le CPE. Une pièce maîtresse. Oui, tout à fait. Le dernier point, c'est la responsabilité de l'animation éducative, puisque le CPE va faire en sorte que l'école soit aussi un lieu de vie agréable, un lieu où il fait bon vivre. Il va organiser les temps de loisirs, des clubs, des activités récréatives, et il a aussi en charge avec les professeurs, mais la formation du citoyen. Donc, il va travailler sur leur formation, sur les élections des délégués, etc. Donc, un rôle aussi important à ce niveau-là. On conclut, Laurane? On conclut donc. Le temps des surgés est bien loin, heureusement. Bien révolu. Ce n'est pas pour rien que son nom a changé. Donc, le but du CPE, c'est vraiment de permettre à l'élève de savoir se prendre en charge progressivement afin de préparer au mieux sa vie future. Donc, quand on est envoyé dans le bureau du CPE, ce n'est pas forcément pour se faire réprimander. Et si c'est le cas, ça fait partie d'une fonction éducative. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Là, je sais, j'ai tout mon passé qui ressurgit. Des vieux souvenirs. Ah, oh là là. Bon, moi, je vous dis salut.
Et à tout à l'heure. À tout à l'heure, troisième partie. Troisième partie. Allez, il est 12h35, c'est l'heure du débat de Vianov. Allez, vous avez la parole, faites-en donc bon usage. On dit les Français timides, mal à l'aise à l'oral. Pourtant, la prise de parole, l'art de la rhétorique, s'apprennent. Des poésies de maternelle au concours d'éloquence en tout genre, jusqu'au futur grand oral du bac. Ça, ce sera pour la promotion 2021. Quelle est la place de l'oral à l'école? Alors, pour en parler, nous accueillons Marie-Laure Serra-Paoli, professeure de lettres au lycée Fesch. Bonjour. À vos côtés, Joseph Berger, élève de terminale ES, c'est bien ça, au lycée Fesch, et lauréat du concours d'éloquence du Lions Club d'Ajaccio. C'est ça. C'est bien ça. Et Marilyn Co. Bonjour. Bonjour. Professeure de théâtre au lycée Laetitia Bonaparte. Alors bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. En février dernier, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, présentait sa réforme du baccalauréat avec une grande innovation, je le cite, le grand oral, baptisé oral de maturité. Durée de l'épreuve entre 20 et 30 minutes et... l'épreuve portera en fait sur un projet entamé en classe de première. Peut-être déjà, je m'adresse au professeur, votre sentiment, Marie-Laure, Marilyn, sur cette nouveauté. On commence par vous, Marie-Laure. Il était important de toute façon de restaurer une part d'oralité dans les épreuves du baccalauréat, puisque la plupart des épreuves, excepté celle de langue et l'oral du bac de français, sont surtout écrites. Et ça paraissait... important vraiment que les élèves puissent prendre la parole et qu'on les voit s'exprimer et qu'on puisse le prendre en compte pour la notation du baccalauréat. Oui. Marine, votre premier sentiment, je dirais, sur Oui, je trouve aussi que c'est une bonne chose qu'on forme les élèves à l'oral et qu'on les évalue sur cet oral. Pour l'instant, la réforme est en cours, donc on a une vision un petit peu floue de tout ce qui va se passer. Vous le dites, est-ce qu'ils seront prêts, ces élèves, pour un grand oral? Est-ce qu'on est préparé tout au long de la scolarité pour la prise de parole, Marie-Laure? Alors, de toute façon, on le prend vraiment en compte, notamment à partir de la seconde, on va dire nous, puisqu'on est professeur de lycée, grâce à l'accompagnement personnalisé, qui est une heure qui nous est donnée pour faire ce genre de travaux. On va s'intéresser, on va mettre les élèves en condition dans on va créer un environnement un peu différent que celui du face-à-face en classe. On va pouvoir travailler par groupe. Et du coup, ce sont des temps où on peut mettre en place des activités orales plus facilement, effectivement. Voilà. Et des projets. Marine, qu'est-ce qui facilite la prise de parole pour les élèves? Effectivement, des groupes peut-être plus réduits, je ne sais pas, un rapport plus direct avec le professeur en dehors des heures de cours classiques? Oui, alors là je peux parler de ma spécialité qui est le théâtre, puisque je suis enseignante de français et également enseignante en option théâtre au lycée Laetitia. Donc c'est vrai que ça favorise bien évidemment l'assurance, parce que la première chose c'est la confiance. Il faut oser se lancer. Et c'est pas donné à tout le monde. Non, c'est pas donné à tout le monde, mais ça se travaille. Et du coup, est-ce que ça s'apprend? Ça se travaille, oui. Certains l'ont déjà de manière presque innée. Et puis pour d'autres, avec des petits exercices, avec des efforts, on arrive à faire en sorte qu'ils prennent confiance en eux et on voit une évolution qui peut être flagrante. Alors, on va demander à un spécimen qui est sur notre plateau. Joseph, pour quelle raison as-tu voulu concourir pour le prix d'éloquence? Qu'est-ce qui t'a poussé? En fait, je trouvais ça très intéressant déjà ce concours. C'est vrai que l'éloquence, c'est pas toujours quelque chose qui est facile à retrouver chez les élèves, parce qu'on a tendance à pas tellement prendre la parole devant une classe, devant des personnes qu'on ne connaît pas. Là, c'est devant un jury qui est quand même, pour le deuxième... La deuxième épreuve que j'ai passée sur le continent, ils étaient une bonne soixantaine de personnes, donc c'est pas rien, on est dans un théâtre, c'est quelque chose qui fait un peu peur et dont on n'a pas l'habitude. Mais je pense que c'est très important et c'est pour ça que j'ai eu envie de concourir à cette épreuve et à ce concours, parce que c'est quelque chose, quand on a une certaine éloquence et quand on a des facilités à l'oral, c'est important de les mettre en valeur. C'est important aussi de pouvoir montrer aux autres les efforts qu'on peut faire sur l'oral. Quel était le thème de ta prise de parole, de ton discours? Alors l'année dernière, c'était une phrase de Jean Rostand, c'était sur la science.
et c'était la science a fait de nous des dieux avant que nous ne méritions d'être des hommes. C'était assez intéressant. En plus, le thème en lui-même me plaisait parce que la science, je trouvais ça très intéressant. Cette notion d'homme, de mériter d'être un homme, c'était sympathique à travailler. Et alors, tu as dû le préparer en combien de temps? On a la date, il me semble, quelques mois avant. Donc c'est 2-3 mois avant. Donc après, voilà, ce qui a été assez bien, c'est qu'au niveau du FESH, nous, on a eu, grâce à Mme Tchirapol, on a eu l'occasion de travailler en groupe. On avait donc Madame Tchirapol qui était là pour nous aider, puis on avait aussi un professeur de théâtre, Monsieur Paul Grenier, qui venait aussi pour nous aider. Et donc en fait, on était un groupe de jeunes, une quinzaine de jeunes, et on a tous participé. C'était d'ailleurs assez sympa parce qu'on avait le même âge, tout ça. Donc il y avait une sorte d'émulation. C'était entre la compétition et puis en même temps l'admiration des autres, parce que c'est toujours impressionnant de voir quelqu'un qui arrive et qui parle bien devant les autres. C'est impressionnant, surtout sur un thème aussi délicat, parce que c'est pas facile de le traiter malgré tout. Voilà, je te fais confiance. Marie, l'important c'est l'accompagnement des élèves, l'encadrement. Oui, et puis l'intérêt aussi, c'était d'en faire un projet de classe, c'est-à-dire que ça paraît très individualiste comme ça, oui. Un concours d'éloquence, et en même temps, ça a guidé toute une séquence, c'est-à-dire un quart de l'année sur l'argumentation, avec des textes qui étaient choisis aussi avec ce fil conducteur, la place de l'homme dans le monde, le rapport à soi-même, aux autres. Donc ça a été très porteur aussi pour la classe. Et je pense qu'il a été porté aussi par toute sa classe, qui était très fière de lui et devant qui il a refait son discours. Et peut-être que le jour où il a refait son discours devant sa classe, ça a été encore plus, enfin en tout cas peut-être pour moi, encore plus important que quand il l'a fait devant le jury. C'est vrai, c'est vrai. D'autant plus que quand donc la première épreuve se déroulait à Corté, et donc la première épreuve c'était que devant 2 personnes, c'était un jury assez restreint, et puis devant toute une classe, surtout que voilà, c'est des personnes que je connaissais depuis longtemps et tout ça. En fait, on a l'impression que c'est plus facile de parler devant des gens qu'on connaît, mais en fait pas du tout. C'est pas du tout le cas parce que devant des gens qu'on connaît, déjà il y a une certaine complicité, donc on a peur du regard des autres. Taquin, voilà, c'est ça. Mais c'était très intéressant de le refaire aussi devant des élèves de notre âge qui, entre guillemets, pouvaient encore plus facilement me juger. Devant une personne extérieure, devant un adulte, on se dit bon c'est le jury, c'est normal qu'il soit là. Mais devant quelqu'un qu'on connaît, qu'on côtoie tous les jours, c'est plus compliqué. Est-ce qu'il n'est pas plus simple de parler devant plusieurs personnes plutôt que devant 2 personnes? Ça dépend, parce que devant un groupe de personnes, c'est-à-dire qu'on a l'occasion de... ce qui est important, quand on fait l'éloquence, et d'ailleurs aussi pour le théâtre, il y a toute une posture, il y a le regard qui se déplace et tout ça. Donc quand il y a un groupe de personnes, on a un regard qui est moins centré et c'est plus agréable parce qu'on n'est pas obligé de rester, on peut avoir un peu le regard fuyant si jamais on est déconcentré par une des personnes. C'est-à-dire que quand on a un jury qui a un plus petit nombre, c'est plus compliqué parce que voilà, il faut vraiment essayer de faire son discours tout en n'essayant pas d'être déconcentré par le regard de quelqu'un ou quoi. Joseph, tu as toujours pris la parole facilement en classe? Alors étonnamment non, et c'est pour ça que je trouvais intéressant tout à l'heure la question de est-ce que c'est quelque chose qui est inné ou est-ce que ça se travaille. Je pense qu'en règle générale ça se travaille, mais je trouve ça intéressant qu'il y ait le grand oral l'année prochaine qui se profile, qui se mette en place. Et j'espère qu'on va pouvoir travailler même ça en amont, parce que je me souviens, moi, quand j'étais petit, j'avais pas du tout cette facilité-là de parler devant des gens ou devant des inconnus. J'étais même, au contraire, assez timide. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a eu pas mal de choses dans ma vie qui ont fait que voilà, ça a progressé petit à petit jusqu'à maintenant arriver à être assez facile pour moi. C'est sûr. Et tout le monde peut le constater, d'ailleurs. On vous en remercie pour ça. Marilyn, comment vous accompagnez-vous vos élèves? Est-ce qu'il y a des astuces pour mettre à l'aise les plus timides? Oui, alors c'est un travail sur le moyen ou long terme. Pour certains, ça prend du temps. Ceux qui ont vraiment beaucoup de barrières, même ça finit toujours par arriver. Et oui, il y a des astuces. On parlait de jugement, la peur du regard des autres. Déjà, il faut instaurer un climat de bienveillance, de confiance et de bienveillance dans le groupe. Ça, c'est important pour que chacun se sente libre de s'exprimer. Et à force de faire et de relever des petits défis, chacun se dit c'est possible, je peux y arriver. Il y a une histoire de déclic? Oui, j'ai vu des déclics sur des moments précis, des exercices précis. Par exemple, des exercices de jeu masqué.
qui demande beaucoup de... Je vous connais pas. C'est dingue. J'ai pas pris mes masques avec moi aujourd'hui, écoutez, mais moi voilà. j'ai une paire de lunettes, regardez comment elles sont belles. On peut presque en faire un masque. C'est bien. Non, mais tu peux repasser c'est encore presque une fois. ça. Et oui, c'est des élèves qui réalisent. Plus la tâche est difficile, et c'est le cas pour le masque, et plus on arrive à sortir de soi et s'étonner soi-même, et plus l'élève peut se dire, et je pense à des moments précis, mais j'en suis capable, je peux le faire, et ça change la personne au théâtre et ça change la personne dans son quotidien aussi. Est-ce qu'on vient vous voir pour combattre aussi cette timidité? Oui. Pour vraiment sortir un petit peu de sa coquille? Oui, à l'option théâtre, toutes les motivations existent. Il y a ceux qui veulent devenir des artistes, des comédiens, ceux qui veulent découvrir quelque chose de nouveau et ceux qui veulent lutter contre leur timidité. Oui, c'est fréquent. Marie-Laure, une partie de vos élèves a récemment participé à un procès fictif dans le cadre de la journée contre les violences faites aux femmes. Comment se sont-ils préparés? Alors ça, c'est assez différent, mais ça reste dans ce fil conducteur de l'éloquence pour lequel je monte des projets en fait depuis 3 ans maintenant. D'abord, c'est un projet de classe. C'est vraiment un projet qui n'est pas individualiste, où il n'y a pas un lauréat à la fin. Et c'est un projet que j'ai mené avec une classe de seconde, en début de seconde. Enfin, c'est le premier trimestre. Donc ce sont des élèves qui sont très jeunes. Et ce sur quoi on a pu jouer aussi, c'était sur leur enthousiasme. C'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas encore perdu. Ils étaient prêts vraiment à s'engager dans l'opportunité. Le fait de revêtir et de se mettre en scène avec la robe noire dans les murs même du tribunal, c'était quelque chose qui les fascinait, qui les impressionnait. C'est aussi comme ça qu'il faut le leur présenter. Il faut leur communiquer cette envie dès le début, c'est ce qui est fondamental. Et c'est vraiment un projet collectif. Voilà. Alors eux, comme ce sont des élèves de début de seconde qui n'ont d'une classe, une des 9 classes de seconde du lycée Fesch, on ne peut pas leur demander autant que des élèves qui se sont engagés dans une option de théâtre. Donc on les fait travailler en groupe et on les laisse eux-mêmes autonomes dans l'opportunité qu'ils auront du choix de celui qui va porter la parole du groupe. Donc il y avait le groupe de la victime, le groupe du prévenu, le groupe du procureur, le groupe de la présidente, et c'est eux-mêmes qui, à un moment donné, choisissent de faire émerger celui qui sera leur voix. Et ce qui est intéressant, c'est la façon dont ils se projettent. Même dans celui qui va y aller, on les laisse aussi libres de ne pas y aller. Mais ils ont participé quand même et à la construction du discours, et ils sont partie prenante même dans, encore une fois, cette projection qu'il y a dans celui qui va prendre la parole. Alors, il est difficile de parler d'éloquence et de prétoire sans évoquer l'avocat Marc Bonan, avocat genevois, ancien bâtonnier du barreau de Genève et maître de la rhétorique. On l'écoute parler d'éloquence. Donc, je dois vous parler de l'éloquence. Et je devrais être éloquent en vous parlant de l'éloquence, une sorte de démonstration par l'acte et pas par la parole. Alors je vais essayer de vous dire 2 ou 3 mots qui seront des banalités. L'importance de l'éloquence dans la société, c'est ce que l'on me suggérait être le sujet. Retenons un instant que l'éloquence, c'est simplement l'art de persuader. C'est une douceur et c'est aussi une violence faite à l'autre. Et il y a ce double aspect de l'éloquence, douceur et violence. Mais dans son double aspect, il est ce par quoi on conquiert, on retient, on possède l'autre, dans l'ordre de l'esprit. Et nous savons que les choses vont ainsi, que lorsque l'esprit est conquis, il ruisselle et généralement le cœur adhère et le corps s'abandonne. Voilà, une autre forme de ruissellement. Joseph, est-ce que tu as une idée des études, de tes futures études ou de ton futur métier? Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? J'ai eu la chance de toujours en fait savoir faire, depuis assez jeune, de savoir faire, de savoir ce que je voulais faire plus exactement. Oui. C'est-à-dire que moi j'aimerais me faire des études de cuisine. J'aimerais travailler dans la gastronomie. Alors ça n'a pas beaucoup de rapport avec l'éloquence, mais je pense que c'est pas quelque chose qui est forcément. L'éloquence, c'est quelque chose qu'il faut travailler au quotidien. C'est important de l'avoir.
Bon, après, pour parler à sa brigade, oui, il va falloir avoir une oui, mais enfin, éloquence. on a tendance à plus parler fort et en criant qu'avec l'éloquence. C'est vrai. Je le disais en introduction, la parole c'est une arme et des liens existent entre difficultés scolaires et compétences linguistiques. Comment on rééquilibre les inégalités? Là, je pose la question au professeur Marie-Laure. En faisant le travail qu'on fait tous les jours, c'est-à-dire en aidant les élèves à lire, en les faisant lire, en leur montrant des modèles, en les aidant à acquérir la culture, en leur transmettant peut-être ce qu'on ne leur a pas transmis avant, et en les aidant, encore une fois, à écrire, à lire, et en les faisant entrer dans l'univers, ce que Proust appelait une communauté des esprits. Marilyn, pour lutter contre les inégalités de quelqu'un qui va avoir la chance de bien s'exprimer, qui va peut-être être entouré par une famille plus lettrée ou qui a plus de temps de confronter, de dialoguer, de débattre. Oui, mais c'est un peu le cœur de notre métier, essayer de réduire comme on le peut les inégalités qui peuvent exister parmi des élèves d'une même classe en leur donnant les mêmes armes pour affronter la vie. Et je crois que quand ils prennent conscience que la parole est une arme et peut donner du pouvoir et peut donner de la liberté... Le pari est gagné, là. Oui. Allez, Marie-Laure, vraiment un tout petit conseil pour décomplexer les élèves sur l'éloquence, sur l'oral. Il faut être soi-même, il faut rester soi-même, il faut rester libre, il faut avoir des choses à dire, il faut s'engager pour des causes et ne pas avoir peur. Très bien, bon, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, messieurs, dames. Alors, on va continuer sur l'éloquence dans la troisième partie avec les déesses de Viano. Oh là là, ah ouais, ça monte d'un cran. Là. Tous les jours, ça monte d'un cran. Allez, on se retrouve juste après le journal. À tout de suite. Yes, I did. To disco down and